Absolument. Donc on accueille nos deux intervenants, donc Pierre Bouygues et Olivier Fréget, tous les deux auteurs d'un livre. Pierre Bouygues, peut-être allez-vous commencer cette matinale. Donc le livre s'appelle Le décrochage industriel. C'est un livre que vous avez écrit avec Élie Cohen. Vous dressez effectivement, comme le disait Denis Lacoste, un diagnostic extrêmement sévère de décrochage industriel. Et je vous laisse nous l'expliquer. Vous avez le micro juste devant vous. Je pense qu'il est ouvert. Il marche, bon. Oui, en fait, l'ouvrage est né d'une discussion que nous avions, Élie Cohen et moi-même, sur la situation de l'industrie française. Vous vous souvenez peut-être qu'à un moment donné, en fait, sous la présidence de Sarkozy, Sarkozy a dit « ce que nous ne voulons pas pour la France, c'est de devenir, finalement, comme l'Angleterre, un pays désindustrialisé ». Et Élie Cohen et moi-même, à l'époque, on regardait les statistiques et on s'est dit, mais il se trompe. On est déjà plus désindustrialisé que le Royaume-Uni. C'est-à-dire que dans la pensée française dominante à l'époque, la France restait un grand pays industriel, mais dans les statistiques de la Commission européenne, la France était le pays le plus désindustrialisé en Europe. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Comment on peut expliquer ce naufrage industriel français? Et on s'est posé un certain nombre de questions dont vous avez la liste ici. La première des questions, elle a été soulevée à la suite de la publication d'un certain nombre d'ouvrages en France. Et d'ailleurs, un ouvrage qui a été écrit par un professeur à Toulouse, Landier, qui dit, mais finalement, c'est pas très important qu'un pays reste industrialisé, puisque, on l'a vu dans le passé, normalement, avec le progrès économique, certains secteurs sont appelés à disparaître. Regardez l'agriculture, ça a occupé la majorité de la population française, et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que l'agriculture, c'est 3-4% du travail en France, et c'est à peu près le même poids dans le produit intérieur brut. Alors finalement, si l'industrie connaît une telle évolution, il ne faut pas dramatiser. Et nous avons regardé un certain nombre d'ouvrages que nous avons lus attentivement. On a eu un groupe de réflexion et on a débouché sur des conclusions qui étaient absolument contraires à cette pensée dominante. L'industrie, elle est condamnée dans les pays développés, mais ce n'est pas grave. On a dit oui, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Eh bien, la première des raisons, c'est qu'il faut bien comprendre que l'industrie, dans tous les pays développés, c'est 80% de la recherche et du développement. C'est-à-dire 80% de la recherche et du développement dans un pays comme le nôtre, c'est au sein de l'industrie. PME, petites entreprises ou grands groupes. Mais c'est 80%. C'est-à-dire, en fait, et je prendrai des chiffres de 10% du produit intérieur brut pour l'industrie en France et 20% en Allemagne, qui est à peu près très loin des chiffres réels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pays qui a 20% de son produit intérieur brut dans l'industrie comme l'Allemagne, forcément, puisque 80% de la recherche et de développement est faite au sein de l'industrie, si vous comparez à un pays où l'industrie représente 10% seulement du produit intérieur brut, on a beau faire de la recherche et du développement, on n'arrivera jamais au niveau de la recherche et du développement d'un pays comme l'Allemagne. Donc ça, c'est le premier point, c'est un point important. Vous perdez votre industrie et vous perdez mécaniquement votre recherche et développement. Le deuxième point qui nous semblait important, c'est de dire, mais finalement, la recherche et développement qui est faite dans l'industrie, elle bénéficie à toute l'économie. Elle ne bénéficie pas seulement à l'industrie. Pourquoi? Ben, regardez dans même le secteur agricole, les machines agricoles, regardez les services, toutes les technologies nouvelles de l'information qui sont utilisées dans le secteur des services. On voit bien que finalement, il y a un effet de spillover, un effet d'externalité positive pour le reste de l'économie. Si vous perdez l'industrie, eh bien, ça a un effet sur les autres secteurs de l'activité économique.
Troisième élément, c'est qu'on a regardé et on s'est dit, la productivité, la croissance de la productivité d'une économie, c'est la source de sa richesse. Si vous êtes de plus en plus efficace, eh bien, effectivement, vous créez plus de richesses, et toute la société en bénéficie. Or, qu'est-ce qui se passe? Si vous perdez votre industrie, le secteur industriel, la croissance de la productivité de l'industrie sur ces 20 dernières années, elle est 2 fois plus rapide que la croissance de la productivité dans le reste de l'économie. Ça veut dire que si vous perdez votre industrie, eh bien, mécaniquement, là aussi, votre croissance, votre efficacité, eh bien, elle sera ralentie. Et enfin, regardez la balance commerciale française. Vous savez tous, je suppose, dans cette salle, que nous avons un déficit commercial extrêmement important et que c'est un des problèmes de la France, puisque tous les ans, notre endettement augmente, en partie aussi à cause du fait que notre balance commerciale est de plus en plus déficitaire, ou au moins on a un peu stabilisé le déficit, mais à un niveau qui n'est pas très glorieux, autour de 45 milliards. Or, il faut bien se dire que le commerce extérieur d'un pays développé, ça reste 80% des biens manufacturés, 20% des services. C'est-à-dire, si vous avez un secteur industriel qui est faible, votre chance d'avoir effectivement une balance commerciale bénéficiaire est très faible. Il faut de l'industrie pour équilibrer votre commerce extérieur. Et enfin, on sait, il y a toute la question qu'on a eue avec certains de nos collègues qui nous disaient, mais écoutez, l'industrie maintenant, c'est pour les pays en voie de développement, c'est les pays pauvres, c'est ceux qui ont le coût du travail très bas. Vous savez quels sont les pays qui sont les plus industrialisés en Europe? Les pays scandinaves et l'Allemagne. La Suède a un large excédent commercial, l'Allemagne a un large excédent commercial, le Danemark. Donc en fait, les pays les plus riches en Europe sont les pays qui ont l'industrie la plus puissante. Quels sont les pays qui ont l'industrie la plus faible? Le Portugal, la Grèce, en partie l'Espagne. Et malheureusement, nous. Donc on voit bien que l'idée que finalement c'est naturel la désindustrialisation, et nous Français, c'est pas très grave si on laisse notre industrie péricliter, c'est une idée extrêmement nocive et à mon avis très dramatique du point de vue de la politique publique. Alors, pourquoi on s'est désindustrialisé? Pourquoi nous, les Français, finalement, on s'est désindustrialisé plus vite que les autres? Alors, si vous regardez les grandes idées qui sont développées à travers les débats et à travers les ouvrages, il y a en gros 4 idées qui ont été avancées pour expliquer notre déclin industriel. Première des idées, nos coûts de production trop élevés. On s'est dit, finalement, la vraie raison, c'est le coût du travail. Vous savez, avec le coût du travail qu'on a en France, il est normal qu'on se désindustrialise. Est-ce que c'est vrai? Non. Pourquoi? Si vous avez des coûts de production élevés et vous avez une production technologiquement sophistiquée, eh bien, il n'y a pas de problème. Quels sont les pays les plus industrialisés en Europe? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Suède, l'Allemagne, mais ce sont des pays qui ont des coûts de travail extrêmement élevés. Alors comment ils font? Ils ont une balance commerciale extérieure en produits manufacturiers qui est très excédentaire, et ils ont un coût du travail très élevé. Le coût du travail en soi, le coût de production, ça n'est pas l'explication majeure. On le voit bien. Pris isolément. Je vous dirai tout à l'heure pour quelles raisons, nous, aujourd'hui en France, on a besoin de baisser le coût du travail. Parce que je suppose que cette idée paraît paradoxale à certains d'entre vous dans cette salle. Mais ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que le coût du travail en soi, isolément, n'est pas un facteur efficace suffisant. C'est le coût du travail en rapport avec le type de production industrielle que vous avez développé. Deuxième raison, c'est une productivité trop faible. C'est-à-dire finalement, quand on regarde l'ouvrier, on regarde l'employé de l'industrie en France, quelle est la valeur ajoutée qu'il dégage? Finalement, qu'est-ce qu'il crée comme valeur ajoutée? Alors, un des problèmes que nous avons en France, en fait, quand on regarde les statistiques, c'est que finalement, on a un problème de spécialisation industrielle.
C'est-à-dire, si vous regardez une comparaison qu'on fait très très fréquemment, la France et l'Allemagne, et on regarde le tissu industriel allemand et le tissu industriel français, il y a un certain nombre de secteurs où l'Allemagne a une présence industrielle beaucoup plus forte que nous. Et malheureusement pour nous, les secteurs où les Allemands ont cette présence industrielle très forte, beaucoup plus forte qu'en France, ce sont des secteurs à forte valeur ajoutée. Donc en fait, on a un problème qui est un problème de spécialisation industrielle. Il y a une exception, et cette ville est un peu le symbole de cette exception, c'est l'aéronautique. Mais dites-vous bien qu'en France, dans la balance commerciale extérieure, si vous enlevez l'aéronautique qui a plus de 20 milliards, où on fait plus de 20 milliards d'euros d'excédent, et le vin, où on fait plus de 10 milliards d'euros d'excédent, le reste, c'est un désert. Donc, on voit bien que la question de la productivité s'explique d'une part par le type de spécialisation industrielle. En gros, si vous comparez la productivité moyenne dans l'industrie entre les pays du Sud et les pays du Nord, la productivité est très faible en Espagne, au Portugal, en Grèce. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents dans des secteurs comme le textile, l'habillement, des secteurs à faible valeur ajoutée. Si vous prenez les pays du Nord, ils ont une productivité moyenne dans l'industrie qui est très élevée. Pourquoi? Ils sont dans la pharmacie, ils sont dans les technologies d'information, ils sont dans la machine-outil, ils sont dans des secteurs de ce genre. Donc c'est clair que la spécialisation industrielle, elle est un des premiers facteurs qui explique notre productivité trop faible. Il y a un deuxième facteur, et celui-ci est toujours extrêmement important, c'est la taille des entreprises. En fait, si on prend le tissu industriel moyen dans les pays du Nord, il est comme ça. Vous avez des petites entreprises, des moyennes, des grandes. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la plupart de ces grands pays du Nord industrialisés. Et nous, comment elle est? On a ça. Pourquoi? On a quelques multinationales à un bout. On est pas mal placé en termes de multinationales. On en a autant que les Allemands. On a un énorme trou au milieu. C'est les entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME. Et on a un tas de très petites entreprises. Si on prend les entreprises de moins de 10 personnes, et on regarde un peu le tissu industriel français par rapport aux pays du Nord et aux pays du Sud, on ressemble aux pays du Sud. On ressemble au Portugal, on ressemble à l'Espagne, on ressemble à la Grèce. On a énormément de très petites entreprises. Je ne dis pas que c'est mais c'est un problème en relation avec la productivité. Parce que la productivité, il y a les économies d'échelle. Troisièmement, on a un nombre d'entreprises exportatrices très faible. Ça aussi, c'est une des raisons. On a environ 100 000 entreprises qui exportent en France. Les Allemands en ont 350 000. Les Italiens en ont 200 000. Vous savez que la balance commerciale italienne est très largement excédentaire. Ils ont beaucoup plus d'entreprises exportatrices que nous. Et enfin, le problème de la qualité insuffisante des produits. Alors là, il y a des tas d'études qui ont été faites, en particulier par Patrick Artus, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui montrent que finalement, s'ils font des calculs économétriques assez en fait, l'idée, c'est de dire, si vous avez des produits en moyenne, vous augmentez le prix de 10%, qu'est-ce qui se passe pour la demande? Vous apercevez que dans le cas des produits en France, si vous augmentez de 10%, la demande de ces produits, elle s'effondre. En Allemagne, si vous augmentez le prix des 10%, vous voyez que la demande, elle continue à rester. Bon, je vais prendre un exemple qui est un exemple classique, c'est la voiture. On est spécialisé dans des voitures qui sont plutôt au niveau de bas de gamme, un peu de moyenne gamme, et là, le prix est un critère qui est extrêmement important pour le choix de la voiture. Donc si, en moyenne, vous augmentez le prix de 10% pour des voitures qui sont plutôt bas de gamme, ça s'effondre. Si vous êtes plutôt dans le haut de gamme, vous augmentez de 10%, ça continue à tenir la demande. Donc nous, en fait, le gros problème de l'industrie française, c'est qu'on a un coût de production trop élevé par rapport à la qualité des produits que nous fabriquons et au type de spécialisation que nous avons. Donc on voit bien que c'est finalement une combinaison de ces facteurs que je viens de présenter qui explique le déclin industriel français. Ça n'est pas un seul des critères qu'il faut retenir comme explication. Alors ça, c'était un des problèmes que nous avons traité effectivement avec Eli Cohen pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait.
c'était mon point, le point 3, l'explication sur la désindustrialisation. Comme je vous ai dit, hein, les statistiques sur la France, je peux vous les donner, on en reviendra peut-être au niveau des explications, mais là, les rapports, le point 2, il est extraordinairement clair. Je veux dire, les statistiques ne sont pas trompeuses. On est le pays le plus désindustrialisé. Alors, point 4. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, si on regarde quelques points forts que nous avions il y a 10-15 ans. L'automobile et l'agroalimentaire. Vous savez, la dernière année où nous avons eu un excédent commercial dans l'automobile, c'est 2004, il y a 12 ans. Et depuis 12 ans, la balance commerciale française dans le secteur automobile, elle s'est effondrée et on est en large déficit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, souvent, la presse française dit « Cocorico, Cocorico », on a quand même 2 grands producteurs nationaux. On a Renault et PSA. Donc, nous, au moins, on a maintenu des entreprises nationales. Regardez ces pauvres Anglais, il n'y a plus un constructeur d'automobiles britannique. Parlons pas de l'Espagne, là aussi, c'est évident, ils n'ont plus de constructeurs propres. Mais nous, on en a gardé 2. Alors, vous regardez les statistiques du commerce extérieur et vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On nous dit, nous, Français, on a gardé 2 constructeurs nationaux et on a une balance commerciale qui s'est effondrée. Là aussi, quand on regarde les statistiques, on a écrit avec Denis Lacoste, d'ailleurs, un article là-dessus qui a été publié dans Gérer et Comprendre. Et qu'est-ce qu'on a trouvé avec Denis? C'est très simple. C'est que les constructeurs français, ils ne produisent plus en France. Ils ne produisent plus en France. Il y a une voiture Renault sur 4 qui est produite en France. 1 sur 3 chez PSA. Et le reste, Turquie, Slovénie. Donc ils ont déserté la France. Donc la balance commerciale, l'explication de la dégradation commerciale de la balance commerciale française, elle est très claire. C'est qu'en fait, nos constructeurs sont partis. On verra ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les faire revenir, mais ce n'est pas très facile. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire, on était le 2e exportateur mondial de produits agroalimentaires, on est le 4e. On a eu les Allemands, on a eu les Hollandais qui nous sont passés devant. C'est quand même dramatique. La France, qui est le pays traditionnel de l'agriculture, ça c'est une image qu'on porte haut et fort, eh bien voilà, l'agroalimentaire français s'est effondré. Alors il y a des tas de raisons hein, qui expliquent l'effondrement, et j'ai essayé de développer dans les articles publiés dans Le Monde, un peu dans le cas de l'élevage, pourquoi l'élevage français s'est effondré, et pourquoi finalement c'est le cas aussi du fromage, ça s'est effondré. Dans le cas de l'élevage, en fait, peut-être je vais prendre ce point particulier, il y a eu la crise du porc, la crise de la vache, et on s'est dit, mais c'est dramatique ça, la France perd son élevage. Et quand on regarde en fait ce qui s'est passé sur 15 ans, vous avez la production française qui fait ça, et vous avez la production allemande qui fait ça. En ce moment, dans l'élevage, dans le porc, alors il y a des tas d'explications possibles. Hein. Il y en a une seule que je vais vous donner, c'est le marché mondial de la viande. C'est un marché qui aujourd'hui se développe autour de la demande des pays émergents. Et qu'est-ce qu'ils veulent les pays émergents? Ils veulent de la viande à bon marché. Est-ce qu'ils se préoccupent du bio, Non. Le haut de gamme, ils ne s'en préoccupent vraiment pas. Je veux dire, aujourd'hui, les Indiens ou les Chinois, si vous voulez leur exporter de la viande, enfin les Indiens, c'est un peu difficile pour un pays qui n'a pas pour la viande un goût très prononcé, mais les autres pays, les pays d'Amérique du Sud et tout ça, vous voyez, ou les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la viande bon marché. Or, les Allemands, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des fermes, ce qu'on appelle les fermes de 1000 vaches. Il y en a plus de 200 en Allemagne. Plus de 200 vaches, fermes de 1000 vaches. Et c'est l'industrie à l'allemande, extrêmement bien organisée. En sortie, vous avez même le traitement du méthane qui vous produit de l'énergie, et on produit de la viande bon marché. La France, c'est l'agriculture et l'élevage de la ferme familiale. Je n'ai rien contre la ferme familiale, je trouve ça très très bien. Mais le marché mondial, lui, demande de la viande bon marché. Et la ferme familiale, qu'est-ce qu'elle produit? De la viande qui n'est pas spécialement bon marché. Il y en a certains qui ont réussi, qui se sont mis sur le bio et sur de la qualité. Donc soit vous vous mettez sur la qualité,
et vous vous en sortez à peu près, soit vous faites de la quantité, et sur la quantité, on ne suit plus. Vous savez qu'il y a une ferme en France qui a voulu se développer autour du modèle allemand, une ferme de 1000 vaches. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que, en fait, tous les syndicats de l'élevage en France se sont révoltés contre l'idée qu'on pouvait développer un modèle de ce type, la ferme des 1000 vaches, et les autorités publiques ont dit pas question, vous vous arrêtez à 500 vaches. Donc la ferme de 1000 vaches en France est devenue 500 vaches, alors que les Allemands en ont 200 de fermes de 1000 vaches. Alors les coûts de production à la sortie, vous comprenez très vite qu'on ne suit pas. Donc ça, c'est deux cas qui montrent bien pourquoi nous, on a perdu pied sur les marchés internationaux. Alors heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'aéronautique et le vin. Alors le vin, on a réussi à développer effectivement le vin français, et si on compare par rapport au vin italien ou au vin espagnol, ce qui nous sauve, c'est la montée en gamme. C'est-à-dire, et là on a réussi, il faut reconnaître, une belle opération, c'est-à-dire que le prix moyen du vin français à l'export, en relatif, il augmente en permanence. Et là on a réussi, on a une image mondiale qui est porteuse. Alors espérons que ça dure. Donc voilà, ça c'était un peu quelques exemples de points forts et de points faibles. Alors, finalement, et je passerai la parole ensuite à Olivier Frégé, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rattraper? Est-ce qu'on a une chance de rattraper les autres pays industrialisés? Comment faire? Alors bon, le premier élément de réponse, tout le monde le connaît. Ça, on a un niveau de dépenses publiques qui est extrêmement élevé, et ça, c'est un boulet que nous avons au pied. Et donc, il va falloir, effectivement, de ce point de vue-là, diminuer la dépense publique, parce qu'elle pèse, finalement, sur le reste des citoyens. Mais il y a un deuxième point qui est assez plus intéressant encore, c'est la réforme de la fiscalité. Alors, vous savez, en France, lorsqu'on veut réformer la fiscalité, qu'est-ce qu'on demande? On demande surtout que la demande des consommateurs en France reste forte et dynamique. Alors je vais comparer deux pays, la Suède et la France. La Suède, c'est le pays de la social-démocratie, et ils ont un niveau de dépenses publiques très élevé. Ils ont un niveau de dépenses publiques qui est à peu près à nos niveaux. Mais ils ont une fiscalité qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vous savez quel est le taux de TVA en Suède et dans les pays nordiques en général? 25%. Est-ce qu'il y a des taux réduits? Très peu. Donc eux, ils ont une fiscalité forte sur les ménages et sur l'environnement. Ils ont une très forte fiscalité sur l'environnement, c'est les externalités négatives, ce qu'on n'a pas réussi à faire, vous savez, avec les poids lourds chez nous, là, en Bretagne. Eux, ils ont une fiscalité sur l'environnement très élevée et une fiscalité sur les ménages. Et une fiscalité sur les entreprises très faible. Vous savez, par exemple, ils sont en train de parler, 15%, c'est l'imposition sur les bénéfices pour les entreprises suédoises. Nous, on est au plus du double. Deuxièmement, les aides publiques. Alors ça, c'est un thème dont je discute souvent avec mon ami Olivier Frégé, c'est qu'en France, on a un sacré modèle. Les aides publiques, elles vont où chez nous? Eh bien, elles vont aux grands groupes. Et pourquoi elles vont aux grands groupes quand on compare en Allemagne? Vous savez qu'en Allemagne, il n'y a pratiquement pas d'aide publique pour les grands groupes. Les aides publiques, elles vont aux PME. Parce qu'on considère que c'est les PME qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Système, tout le monde le sait dans cette salle. Si vous êtes PDG d'une grande multinationale française ou d'un grand groupe, vous sortez sûrement quelquefois de l'ENA, quelquefois de la promotion Voltaire. C'est-à-dire qu'il y a en France un système où les pouvoirs publics et les dirigeants des plus grands groupes et des multinationales sortent des mêmes écoles, appartiennent aux mêmes élites. Le profil clair d'un PDG d'un grand groupe français, quelques années dans un cabinet ministériel, il passe numéro 2, numéro 3 d'une multinationale française, et il sait qu'à l'horizon de 3-4 ans, il sera numéro 1. C'est-à-dire qu'on a un système où il y a des relations, quelquefois, incestueuses, entre le pouvoir public et les dirigeants des multinationales. Quand une multinationale française a des problèmes, un grand groupe, vous allez voir ce que ça va nous coûter avec Areva. Vous allez voir ce que ça va nous coûter avec EDF dans quelques années. C'est-à-dire qu'il y a la porte ouverte
pour les fonds publics quand il s'agit d'une multinationale. Si vous êtes une PME, alors là, la situation est très largement différente. En Allemagne, le système des aides, il est régional et il est orienté vers les PME. En France, il est centralisé et il est orienté vers les multinationales françaises. Troisièmement, la libéralisation du marché des biens, des services et du travail. Là, nous, dès qu'on fait une petite réforme, on vous tombe dessus. Bon, on connaît les blocages français, hein, que ce soit les pharmacies, les taxis, les notaires. On pourrait prendre... vous vous rendez compte que les Suédois ont libéralisé la pharmacie, les taxis, il y a plus de 20 ans. Nous, on n'arrive pas à libéraliser. Aujourd'hui, on n'arrive pas à libéraliser des secteurs où on sait qu'il existe des rentes. Vous savez, vous avez les chiffres sur le nombre d'emplois qui seraient créés si on libéralisait le secteur des taxis. La pharmacie, même les Italiens ont libéralisé la pharmacie, c'est-à-dire que tous les médicaments que vous pouvez acheter sans ordonnance, eh bien, vous pouvez les trouver dans des supermarchés. Vous avez vu la réaction de nos pharmaciens dès qu'on essaye de toucher au fait qu'on pourrait introduire une réforme de cette nature? Pourtant, il n'y a pas de raison. Les médicaments qui peuvent être vendus sans ordonnance, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas les acheter n'importe où. Alors ensuite, la question de favoriser la montée en gamme de l'industrie, alors là, ça c'est évident. Ça rejoint le diagnostic que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, nous, le coût du travail, il est trop élevé par rapport à la qualité des produits, à la spécialisation que nous avons. Donc si on ne monte pas en gamme, on meurt. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les constructeurs automobiles, ils sont allés produire ailleurs. Français, ils sont allés produire ailleurs. Parce que le coût du travail par rapport aux bagnoles qu'ils produisent est trop élevé en France. Et enfin, il y a la formation. Ça, c'est un point qui est cher à François Vallée et à cette école. Et là, on a un retard extraordinaire. Si vous comparez la formation continue en entreprise et d'apprentissage dans un pays comme la Suède et comme la France, c'est effarant. C'est-à-dire qu'en réalité, en Suède, si on prend le nombre de jours moyens de formation d'un employé d'une entreprise industrielle suédoise, et vous prenez les chiffres équivalents pour la France, il y a un rapport de 1 à 5. C'est extraordinaire. Donc nous, la valorisation du capital humain, elle est rarement à l'ordre du jour. Quand on regarde un petit peu les budgets formation, on voit qu'une bonne partie de ces budgets sont consacrés au développement personnel. Quand on aurait besoin d'une formation qui soit orientée sur les technologies de l'information. Voilà, je vous remercie et je passe maintenant la parole à Olivier Frégé. Merci Pierre-André Bouygues. Je vais juste présenter en quelques mots Olivier Frégé, donc avocat spécialiste des questions liées au droit de la concurrence, membre du think tank juridique Le Club des juristes et auteur effectivement de Concurrence, une idée toujours neuve en Europe, avec, on voit effectivement dans le titre, comme le soulignait Denis Lacoste, une petite pointe sarcastique. Je pense que vous allez pouvoir nous en dire plus. C'est à vous. Merci. Oui, je pense que la présentation de Pierre peut amener à deux réactions. Mis à part celle de la désolation sur l'état de ce pays. La deuxième, c'est de se dire, finalement, il nous faut renouer avec ce que j'appellerais nos politiques prométhéennes. Il nous faut que l'État fasse quelque chose pour recréer à travers une politique industrielle et remédier à travers une politique industrielle à ces défauts français. Et c'est le réflexe. Vous prendrez à peu près tous les programmes, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche sur ce point. Le constat que vous avez fait avec Elie Cohen, et d'ailleurs, je pense, avec des approches qui nous en dira peut-être un petit peu différentes entre un Parisien et un ancien Bruxellois, ce constat, il est partagé. Il est partagé, il commence à diffuser dans l'ensemble de la société, et la réponse, il faut une politique industrielle. Il faut une politique industrielle, mais que fait l'État ? Et le débat que moi j'ai essayé de reprendre de mon point de vue de juriste, qui n'est pas, même si on a des ponts assez nombreux en droit de la concurrence, évidemment, avec l'économie et avec l'économie industrielle, c'est de repartir sur cette notion de politique industrielle, parce que, du fait d'une certaine expérience internationale, on est
les plus incompris en Europe sur ce qu'on entend par politique industrielle. C'est-à-dire que l'état du pays est effectivement un peu désespérant après ces 20 dernières années. Nous appelons à une politique industrielle. Nous la projetons, d'où la difficulté d'ailleurs avec nos amis anglais, mais pas seulement, et aussi allemands, à dire il faudrait donc maintenant une politique industrielle européenne. Et en réalité, c'est sans doute l'erreur la plus fondamentale que commet ce pays. Une erreur qui se résout à ne pas vouloir comprendre que la seule politique industrielle, c'est une politique de concurrence. À tout le moins dans l'État. Alors, je mets à part la politique de réforme de l'État, qui est aussi en réalité une politique industrielle. Mais si on entend par politique industrielle une intervention sur le fonctionnement de l'économie, alors cette politique industrielle, c'est une politique de concurrence. Et c'est ceci en quelques mots, en étant plus court que Pierre, parce que j'ai moins d'éléments aussi factuels à vous donner, je vais essayer de vous développer. Donc il y a deux conceptions de la politique industrielle. Vous avez celle qui, dans ce pays, a la faveur naturelle. C'est de dire, une politique industrielle, c'est intervenir. C'est sélectionner, c'est bouturer, c'est prendre un tel et lui permettre de croître. C'est sur le modèle réussi, c'est vrai, de ADS ou de Airbus, de dire, eh bien, il faut faire la même chose. Donc c'est bien l'image de Prométhée. Je vais sortir de la boue et je vais faire des hommes, ici pas de la boue, mais je vais faire des entreprises. Cette conception-là, c'est celle que nous portons à travers le colbertisme et que nous portons depuis Jacques Coeur et qui explique d'ailleurs cette liaison incestueuse et qui nous paralyse aujourd'hui que tu pointes très justement, qui est cette liaison entre des élites technocratiques et des élites managériales qui fonctionnent dans un circuit fermé. Tout ça est intimement lié et en France légitimé par la figure du concours. Le concours est une forme de compétition d'une certaine manière. On a la chance d'être capable de sélectionner à un instant donné des gens extrêmement intelligents et parce qu'on les sélectionne très tôt, ils vont être capables de structurer l'ensemble de nos processus. Il y a donc un continuum dans une réflexion qui part de cette idée que l'industrie, ça se crée. Et dans ton propos, j'ai noté un certain nombre de verbes. Sauver l'industrie. Sauver, ça appelle à un sauveur. Il faut résister, il faut conserver, il y a du rattrapage, il faut revenir. Tous ces termes-là appellent à un acteur. Et un acteur unique. Et notre acteur unique, c'est nous, en France, c'est l'État. Ça, c'est la conception sur laquelle, nous nous fracassons depuis 20 ans et que vous trouverez dans tous les programmes électoraux de l'année prochaine. Il y en a une autre, c'est la conception européenne. C'est celle qui s'est développée, tu as cité à plusieurs égards l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un modèle sur tout, bien au contraire, mais il y en a un au moins où effectivement ça a fonctionné, c'est sa politique industrielle, parce que sa politique industrielle est une politique de concurrence avant d'être une politique d'intervention dans le marché. C'est une politique d'intervention sur la possibilité de faire que le marché fasse ce travail de sélection naturelle, employons des mots qui aussi dans ce pays peuvent avoir une signification, une connotation négative, oui, de sélection naturelle, de façon à ce que les entreprises qui à un moment donné sont les plus aptes à rencontrer une demande puissent croître avec le minimum de difficultés, et que celles qui en revanche ne sont plus capables et ne correspondent plus à la demande, ta ferme familiale d'une certaine manière, eh bien, disparaissent. Et quand elles disparaissent dans l'ordre de l'économique, eh bien, elles disparaissent, c'est-à-dire qu'on recombine leurs moyens de protection pour autre chose. Il y a dans ce pays une image de la fin de l'entreprise comme l'équivalence d'une mort physique, là où, normalement, dans un tissu économique qui fonctionne, la reconstitution d'entreprises, la reconstitution de PME, de grands groupes, c'est la recomposition des moyens pour recréer d'autres points. Et c'est donc revenir, en fait, à les origines du capitalisme. Il y a, si vous avez un peu de temps, durant cet été, 2 ouvrages à lire, mis à part celui de Pierre. Il y en a un qui est assez ancien, qui s'appelle « Les origines du capitalisme » de Jean Bechler, qui date des années 90. Vous le trouverez en votre folio Histoire. Et ce qu'explique Bechler, qui conteste pas mal la vision weberienne de la naissance du capitalisme, il dit finalement, il a fait un panorama quasiment mondial sur l'apparition du capitalisme pour savoir pourquoi le capitalisme, et est-ce que le capitalisme était né en Europe, et si c'était vrai, pourquoi il était né en Europe. Et il dit c'est pas vrai, il n'est pas né en Europe, il existe ailleurs. Et on le voit apparaître, le jeu de l'échange, aurait dit Brodel, on le voit apparaître dès les sociétés post-néolithiques,
on le voit apparaître dans le monde traditionnel, et puis on le voit apparaître dans le monde de la modernité. Et il y a une caractéristique centrale, il a une très belle image, c'est que à chaque fois qu'on permet d'une certaine manière à des gens qui sont plus doués pour agir que pour connaître et savoir, et tout l'équilibre, la dernière slide d'ailleurs de Pierre le montre, hein, c'est de savoir comment je mets de l'argent pour la recherche, pour ce qui est remarché. Mais pour ceux qui sont capables d'agir, l'essentiel, c'est qu'ils puissent se déployer. Et à chaque fois que l'on a vu apparaître des phénomènes de renaissance économique, et notre pays peut connaître ce schéma, bah c'est toujours parce que vous avez une apparition spontanée d'entrepreneurs. Tu as dit toi-même, on n'a pas un manque d'entrepreneurs dans ce pays, on a un manque d'entrepreneurs qui passent au stade de PME, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Et il a cette image de dire, finalement, les entrepreneurs sont comme les champignons après la pluie. Il prend comme image étant la fin de la pluie, étant l'effondrement du monde totalitaire soviétique. Donc vous avez deux visions. Vous avez une vision prométhéenne, j'interviens, je sélectionne, donc j'ai des gens qui ont a priori une divination sur ce que seront les besoins du marché. Et puis vous avez une autre vision qui dit non. Il faut arriver à ce que ce marché, qu'il y ait une rencontre, évidemment une demande et une offre, et il faut qu'elle se sélectionne. Et ça s'appelle une concurrence. L'erreur, la deuxième erreur à ce moment de croire, c'est que cette politique de concurrence, elle n'est pas une politique. Ça, c'est l'erreur des ultralibéraux, et qui ne s'explique d'ailleurs que parce que aujourd'hui, le terreau de l'ultralibéralisme est les États-Unis, et dans les États-Unis, il n'y a pas de problème en réalité de génération spontanée d'entreprises qui croissent. Donc on peut très bien effectivement tenir un discours ultralibéral, sous la réserve des conséquences sociales que ça peut avoir. Ça n'est pas anti-économique, ça ne peut pas être démontré comme étant. En revanche, en Europe, c'est pas vrai. En Europe, on est parti d'un État, et la France en est le meilleur exemple, et aujourd'hui, malheureusement, l'homme malade pour cette raison, dans lequel la politique de concurrence, c'est une politique infiniment active pour permettre que la croissance de ce terreau d'entrepreneurs puisse automatiquement renouveler une tissu industriel. Et c'est là où je réagis par rapport à ton intervention. Sauver l'industrie, ça n'est pas sauver l'industrie, c'est permettre à une autre industrie, et certainement pas des services, et là je te joins, c'était une autre industrie de venir se substituer à l'industrie qui ne correspond plus dans sa forme d'organisation à l'industrie actuelle. Et donc, il faut une politique de concurrence. Cette politique de concurrence, elle est conçue comme étant, en France, pour la raison que je vous ai évoquée à travers le prométhéisme, comme étant contraire à la politique industrielle, alors qu'elle en est en réalité l'incarnation la plus aboutie, qui est de dire je vais empêcher que les phénomènes de marché, que les redistributions, une fois notamment que j'ai un droit de la faillite qui fonctionne à peu près correctement, puissent réallouer, je vais empêcher que cette réallocation ne s'effectue pas, de façon à permettre à ceux qui correspondent à un instant donné de l'histoire de croître, et puis de disparaître, le cas échéant. Et puis de disparaître parce qu'effectivement, il n'y a rien qui ne dure, pas plus nos existences que les entreprises, et il faut les recombiner. C'est cette conception-là, c'est celle que porte la Commission européenne depuis 40 ans. C'est celle qui est vilipendée dans ce pays. C'est celle qui explique que lorsqu'un homme politique français revienne, il passe son temps à remettre en cause la DGCOMP. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je peux avoir des critiques, Pierre les connaît, à l'égard du fonctionnement de la DGCOMP, mais certainement pas celle qui consisterait à dire que ce serait la DGCOMP qui bloquerait la réindustrialisation française. C'est totalement faux, pour cette raison qu'en réalité, le mal français, il n'est pas dans un manque de prométhéisme, il n'est pas dans un manque d'intelligence, il est dans des structures de marché qui, à travers le lien entre l'État et l'entreprise, bloquent le renouvellement, bloquent la croissance des entreprises. Et ce qui a été l'apport de la construction européenne ce qui nous a empêché d'être encore plus bas que nous ne sommes aujourd'hui, c'est précisément le droit européen de la concurrence. Alors, je doute dans cette salle, je ne pense pas qu'il y ait des juristes, je voudrais juste en donner 3-4 caractéristiques. C'est quoi le droit européen de la concurrence lorsque l'on se sort de la caricature qui en est donnée par les médias français et puis par notre culture très largement anti-concurrence? C'est uniquement 3 règles. Et ces 3 règles ont toutes à peu près la même fonction. Première règle, vous le connaissez tous, c'est l'interdiction des cartels. L'interdiction des cartels, elle est malheureusement bien trop souvent présentée comme étant l'interdiction des coalitions et des clubs pour imposer un prix trop élevé. C'est
l'interdiction des cartels, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela, en réalité. Et c'est la caricature. C'est pas pour dire que les mafias et les clubs qui se mettent en place pour faire des prix plus élevés sont des choses bien. Il faut évidemment les combattre, mais c'est plus sophistiqué que ça. L'interdiction des cartels, notamment dans la perspective européenne, c'est en fait l'interdiction d'avoir plusieurs acteurs qui, ensemble, n'ont pas d'autre possibilité que de soumettre au choix des consommateurs, de se mettre ensemble pour verrouiller un des modes de fonctionnement du marché. Ça peut être évidemment verrouiller le prix. Dans ces cas-là, ils vont le porter au-dessus d'un niveau supracompétitif ou l'empêcher de descendre à un niveau compétitif et donc se créer une rente qui ne durera que durera. L'agriculture française, l'une des explications, tu en as donné une qui est très convaincante sur le maintien de structures familiales, mais comment tu maintiens néanmoins ces structures familiales? Mais parce que en pratique, l'agriculture française est bourrée de cartels. Je ne parle même pas du rôle de la FNSEA dans ce schéma-là. Je laisserai cette caricature. Mais je veux dire, vous avez eu récemment l'autorité de concurrence qui a condamné le cartel des endives, d'ailleurs avec le soutien absolu de l'État. Vous aviez le cartel de la farine, d'ailleurs assez transrhin. Et à chaque fois que vous mettez le pied dans l'agriculture française et que vous vous y intéressez, vous trouvez un ensemble corporatiste carrément né, je dirais, ou qui ne s'est pas réformé depuis la Révolution française, qui va vous maintenir cette structure inadaptée de production. Donc qu'est-ce que le cartel? Le cartel, c'est finalement cette coopération qui n'est pas poussée jusqu'au bout de l'entreprise. C'est une des choses les plus compliquées en droit de la concurrence, de comprendre la différence, pourquoi on peut être favorable à des concentrations et contre des ententes. La manière de le comprendre, c'est de savoir que finalement, le droit de la concurrence est pour toutes les coopérations dès lors qu'elles se font sous la forme de la firme, de l'entreprise, dans lesquelles des individus partagent en commun le risque et les profits. La caractéristique d'un cartel, ce sont des gens qui ne partagent pas le risque, qui sont là pour s'abstraire du risque et fixer un des paramètres de concurrence. Ça peut être le prix, mais ça peut être l'innovation. Je veux dire, il y a un cartel qui va sortir dans quelques semaines à Bruxelles sur le cartel, sur des comportements des constructeurs de poids lourds européens, sur les dispositifs anti-pollution. Il semblerait qu'ils soient mis d'accord pour se standardiser de manière non ouverte et appliquer. Bon, c'est un cartel qui, évidemment, aura un effet sur l'innovation et la capacité d'innovation de l'industrie européenne des poids lourds, et qui peut-être demain expliquera que, le cas échéant, ce sera un Tesla poids lourd qui viendra bousculer le vieux monde industriel français. Donc première règle, l'interdiction des ententes, c'est-à-dire l'interdiction à plusieurs, sauf à faire une entreprise, et donc à porter le risque de sa décision dans sa chair et de sa responsabilité, de bloquer un paramètre de marché. Et systématiquement dans ce pays, il n'est pas un cartel, je vous en fais la démonstration, quand vous voulez, ça prendra peut-être un peu de temps, il n'est pas un cartel qui ne soit pas soutenu ou qui n'ait pas été à un moment ou à un autre promu par l'État. Et il y a à cela une raison, encore une fois, qui est profondément culturelle, qui est que finalement le cartel paraît, pour des gens qui considèrent qu'il peut y avoir une vision prométhéenne de l'économie et une sorte de planisme, c'est une forme de plan, le cartel. C'est d'ailleurs l'explication pour laquelle les Américains ont voulu, historiquement, qu'il y ait, parce que ce sont les Américains qui l'ont voulu, dans le traité CECA, des dispositions antitrust, parce que précisément ils avaient peur que la CECA, l'organisation sur le charbon et l'acier, aboutisse à la construction d'un cartel franco-allemand qui aurait bloqué toute la construction européenne. Donc vous avez cet premier élément qui est cartel dans ce pays égale implication étatique, et les cartels sont partout. Et qui dit ces cartels dit des rentes partout. Des rentes parfois médiocres, parfois extrêmement importantes, mais qui tous vont empêcher une redistribution et une recirculisation de l'argent dans l'économie. D'où l'importance de la libéralisation que citait Pierre. On a peu de points sur lesquels on ne sommes pas en accord, on pourra les chercher, mais évidemment, et d'ailleurs le seul exemple dans lequel vous avez eu dans ce pays la création ex nihilo d'une entreprise qui aujourd'hui sort de France, c'est les télécoms. Le seul exemple, c'est Free en réalité. Et Free naît d'une libéralisation de marché très largement imposée par Bruxelles et qui n'aurait pas existé sans des combats judiciaires en droit de la concurrence qui furent constants contre l'opérateur historique. Et aujourd'hui d'ailleurs, l'opérateur historique français Orange se porte infiniment mieux avec la concurrence d'un Free, d'un SFR et autres, alors que notre monde mobile ne marchait pas bien avant que Free vienne le secouer, qu'il ne se porterait aujourd'hui, parce qu'on a un exemple, c'est la Poste,
s'il n'y avait pas eu introduction de la concurrence. Orange est aujourd'hui une entreprise relativement qui fonctionne, qui innove, qui bouge, qui réinvestit et autres. Tout cela, c'est le frais de la concurrence. Donc même sur un grand groupe, la concurrence fonctionne bien. En revanche, le monde mobile français a très mal fonctionné, là aussi parce qu'il y a eu une entente qui fut largement suscitée et organisée par les pouvoirs publics français. L'entente sur les mobiles est quelque chose qui naît d'une mauvaise conception à l'époque par l'ART de son rôle. Il fallait sauver le soldat Bouygues, lui permettre d'entrer. Donc on va aider Bouygues. Alors pour aider Bouygues, il faut dire aux autres surtout laissez-lui de la place. Et à partir de là, s'est enchaîné une entente mobile parfaitement inacceptable. Le débat n'est pas là. Mais encore une fois, vous avez toujours. Donc première règle, interdiction des ententes. Deuxième règle, je l'ai évoqué implicitement quand j'ai évoqué cette entreprise, c'est l'interdiction du verrouillage du marché. Là, par une entreprise qui a les moyens de verrouiller. Soit vous verrouillez collectivement, soit vous verrouillez de manière individuelle. Autre incompréhension de ce pays de ce qu'est l'abus de position dominante. La position dominante, ça n'est jamais quelque chose qui est en soi critiquable, sauf quand on n'a pas gagné par ses propres mérites, j'y viendrai. Mais ce qui est extrêmement critiquable, c'est quand je vais essayer d'utiliser mon pouvoir de marché pour bloquer l'innovation et pour bloquer l'entrée. Là aussi, la conception est profondément allemande. Et plus allemande, infiniment plus allemande qu'américaine. C'est sans doute le point sur lequel, entre l'Europe et les États-Unis, en termes de politique de concurrence, nous divergeons. Simplement, vu que tenir le discours que je tiens aujourd'hui revient à être assimilé à un néolibéral compulsif, les différences qui peuvent se faire entre la politique de concurrence américaine et la politique ne sont pas vues, parce que de toute façon, on est tous rejetés, on est à ce moment-là rejetés dans une excessivité qui vous atteint une nuance. Non, la politique européenne de concurrence a cette caractéristique que précisément elle s'inquiète de ceux qui verrouillent le marché. Et ce verrouillage de marché, qui est le surplomb. En fait, c'est quoi être en position dominante? Évidemment, quand vous êtes en monopole, vous êtes dans cette situation-là. C'est cette capacité dans laquelle vous surplombez le marché. En fait, vous faites un petit État et vous avez la possibilité de manipuler les paramètres, et notamment l'entrée. Et là où nos amis allemands nous ont énormément apporté, c'est en inventant une conception de l'abus de position dominante, qui est une conception de l'interdiction de l'abus du verrouillage du marché. Et encore, ce n'est pas une question de prix en soi. C'est une question de est-ce que je fais tout ce que je peux, une fois que j'ai atteint une position, pour empêcher que mon consommateur puisse connaître autre chose que le produit qu'il a pris l'habitude d'acheter. Si oui, et que je le finance avec les moyens de mon surplomb de marché, il est probable que je sois en position dominante. Et je vois à ce moment-là se reconstituer des mini-États, des mini-féodalités. La caractéristique de toutes les entreprises en position dominante qui en abusent, c'est qu'elles se constituent comme des barrières, elles constituent des barrières d'octroi, elles se constituent comme des mini-États, comme des mini-féodalités. Et vous retrouverez d'ailleurs tous les symboles du pouvoir, des uniformes identiques, tout un ensemble d'éléments symboliques qui renvoient à une symbolique d'un État. Elles auront d'ailleurs une rhétorique excessivement guerrière. Moi, je me souviens du débat, et tu t'en souviens, tu étais de l'autre côté à l'époque à la commission dans le débat sur les prix prédateurs de Wanadoo, où toute l'explication de France Télécom, c'est de dire « je suis là pour défendre l'Europe contre alors c'était les AOL à l'époque, si je ne me trompe, les grands barbares américains qui sont à nos portes et qui vont massacrer notre jardin à la française ». Donc vous avez toujours une rhétorique guerrière. Donc deuxième élément, vous avez cette interdiction du verrouillage. Et le troisième, qui est l'originalité, malheureusement un peu paralysée en France depuis quelques années du droit de la concurrence, c'est la neutralisation des interventions de l'État, d'où encore une fois le thème de la libéralisation que tu faisais, la neutralisation des interventions de l'État, de façon à favoriser ces comportements. Il y a deux dispositions dans le traité, une sur les aides publiques. Pourquoi les Allemands n'ont pas moins de problèmes d'aide publique que nous? Parce que les aides publiques n'ont jamais posé aucun souci lorsqu'elles s'adressent à des défaillances de marché. Donc si elles s'adressent à des PME, et que ces PME, on a besoin de les aider à faire financer une recherche que sinon elles n'auraient pas financée parce qu'elles n'auraient pas trouvé le financement sur le marché, il n'y a aucun problème de concurrence à leur faire une aide. Donc les systèmes allemands régionalisés ne posent pas en soi, puis quand ils en posent, ils sont sanctionnés comme les autres, de problèmes en droit européen, parce qu'ils sont dans les clous de bonnes aides publiques où j'oriente là où le marché ne peut pas produire ce qu'on attend de lui, alors que, effectivement, en France, toutes les aides sont des aides au canard boiteux.
toutes les aides visent soit par du mécano industriel, soit par tout simplement de l'injection d'argent. Désormais, on fait les deux puisqu'on n'a plus de cash, donc il faut faire les deux. Areva, EDF en est un exemple. Faire en sorte que on va cumuler l'incapacité de se réformer, on va la financer sur les contribuables, d'où l'augmentation immédiate de la fiscalité, et qui fait qu'on fait payer le sauvetage d'EDF par la totalité de l'économie française à travers une hausse qui est jamais correctement expliquée, une hausse des contributions publiques. Donc, dernier élément qui caractérise ce droit, c'est pas seulement l'intervention sous forme d'aide publique qui bloque. Donc la politique de concurrence, c'est évidemment être contre les aides publiques, en tout cas les aides publiques qui ne traitent pas des défaillances de marché. Ce qui veut dire que d'ailleurs, on peut faire de l'aide publique pour du service d'intérêt économique général et qu'on peut avoir son choix d'avoir des services économiques. Ça n'a aucun problème en droit européen. Tout ça est un mythe et réellement un mensonge délivré de manière constante dans ce pays, tant par la classe politique que par les syndicats selon lesquels le droit européen serait contre les services d'intérêt économique général. Il leur demande simplement de répondre à leur fonction d'être efficients. Pardon pour cela, et non pas de servir ceux qui ils doivent servir, mais de servir ceux à qui ils sont destinés, et donc d'être efficients. Mais le droit des aides publiques le permet. Donc je vous disais, deuxième disposition qui véritablement est une politique industrielle. Quand vous faites en sorte que les aides publiques n'aillent plus à renforcer les inefficients, mais vous allez, pour ceux qui demain seront efficients et n'ont pas les moyens de leur efficience, vous faites de la politique industrielle. Dernier point, c'est un vieil article du traité qui est assez peu, encore plus méconnu que la logique des aides d'État, de l'interdiction des aides d'État, c'est l'interdiction des droits spéciaux. Nous avons, dès 1957, dans le traité de l'Union, je dis nous en tant qu'Européens, inséré une disposition qui pourrait être vue comme l'équivalent de la nuit du 4 août en France, c'est-à-dire la fin des privilèges, c'est-à-dire l'interdiction pour l'État d'aller donner sous une forme non monétaire un petit coup de pouce réglementaire pour avantager. Alors que ces droits qu'on dit spéciaux, exclusifs, spéciaux c'est quand vous donnez les droits à plusieurs, exclusifs c'est quand vous donnez un monopole, pour le dire simplement. Eh ben c'est ceux que tu distinguais, c'est les pharmacies françaises, c'est les notaires, c'est les charges des avocats au conseil, c'est les taxis, tous les tarifs réglementés de vente en matière d'électricité et de gaz qui n'ont qu'un seul objet qui est en réalité de maintenir la domination des deux grands groupes énergéticiens français au détriment de l'efficacité. Et tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qui, lorsque vous les libéralisez, c'est comme ça qu'est née la libéralisation des télécoms, vous créez automatiquement ce que Bechler vous décrit, cette pluie d'entrepreneurs, de ces puits de champignons après la pluie qui croient et qui vous renouvelle votre tissu industriel. Donc une politique de concurrence, c'est une politique industrielle à la condition qu'on soit capable de la mener avec des freins culturels qui sont forts. Et je pense que je ne vois pas la contradiction avec d'aucuns l'auraient souhaité que je pourrais avoir avec le propos de Pierre. Merci. Merci Olivier Fréget et merci Pierre-André Bouygues. Donc on retient évidemment énormément de points de vos différentes prises de parole. Pierre-André Bouygues le disait au tout départ, une désindustrialisation accélérée, le fait que ça soit grave, que le rattrapage prendra du temps, même si on n'est pas vraiment rentré finalement dans le détail sur les solutions, on va peut-être pouvoir l'aborder maintenant. Et le tout dans une conception, vous l'avez dit vous, Olivier Fréget, de la concurrence finalement caricaturée et en tous les cas sclérosée. Alors il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser à l'issue de ces deux interventions. Vous allez avoir la parole. Je vous poserai peut-être une question qui évidemment est d'actualité, celle peut-être de l'influence du Brexit sur la concurrence en matière de politique industrielle, et puis dans une Union européenne pour le moins traumatisée. Et après on fait passer un micro. Bonne question, le Brexit. Et pas mal de mes anciens collègues de la Commission européenne sont aujourd'hui très très actifs sur cette question. Alors, moi, ma réponse, elle est que finalement, aujourd'hui, c'est très prématuré de prévoir quelles vont être les conséquences du Brexit
du point de vue, en tout cas, économique, au niveau de nos entreprises, au niveau de... Pourquoi ? Bon, il faut bien comprendre que le processus du Brexit commence à partir du moment où les Britanniques appuient sur le bouton. C'est-à-dire qu'ils envoient à la Commission européenne une demande explicite, en référence à l'article 50 du traité de Lisbonne, en disant « on veut partir ». Clac. Et à ce moment-là, on déclenche le processus, on coupe les liens. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va couper tous les liens avec le Royaume-Uni, tous les accords avec le Royaume-Uni, et rien mettre à la place ? Pas du tout. On va rentrer dans une deuxième phase, c'est d'accord, on a tout brisé, mais alors quel type de relation on établit avec le Royaume-Uni une fois qu'on sait que le Royaume-Uni sort ? Mais le problème, à ce moment-là, c'est de savoir le type d'accord qu'on va obtenir avec le Royaume-Uni, qu'on va mettre en place avec le Royaume-Uni. Est-ce qu'on va faire du Royaume-Uni un partenaire de l'Union européenne comparable à la Norvège aujourd'hui, à la Suisse, ou est-ce qu'ils vont obtenir un statut spécial ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il va y avoir des négociations très très longues. Et je peux vous dire, connaissant un peu les Britanniques, qu'ils vont obtenir un statut spécial. Ils vont obtenir un statut fait, arrangé. Donc, par exemple, je vais prendre peut-être un ou deux exemples. L'exemple des banques. Vous savez que City, à Londres, c'est le centre financier de l'Europe et même en partie du monde. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va leur dire, c'est terminé ? Vous avez plus là, vous savez qu'on a l'union bancaire maintenant, dehors, terminé, on va couper tout. Ou est-ce qu'on va leur trouver un statut aménagé qui leur permettra d'avoir aussi en partie un pied dedans et un pied dehors ? Si vous regardez les 27 pays aujourd'hui de l'Union européenne, il y a des pays qui veulent être très durs dans les négociations avec le Royaume-Uni, vous savez que c'est le cas de la France, et il y a d'autres pays qui, au contraire, veulent trouver un accord qui permette de continuer dans le futur, d'avoir des relations harmonieuses économiquement. Alors voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, vous avez vu les exportateurs français qui ont un gros... Vous savez que c'est le Royaume-Uni, c'est en Europe le plus gros excédent français en matière de commerce extérieur. C'est-à-dire qu'on leur vend beaucoup plus qu'on leur achète. Avec le Royaume-Uni, c'est le pays qui a la balance commerciale la plus déficitaire, parce qu'ils ont la City. Donc, c'est la City. Là. Donc, quand vous allez interroger ces Français, vous dites non, maintenant, ces entreprises françaises qui exportent beaucoup au Royaume-Uni, vous leur dire on va couper tous les liens. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être contents ? Moi, je les vois débarquer à Paris et leur dire non, non, il faut pas qu'on coupe tous les liens. Il faut pas. Est-ce qu'on va rétablir des droits à l'importation entre le Royaume-Uni et nous, comme on a des droits à l'importation entre les États-Unis et nous ? Il y a un certain nombre d'industriels qui ne vont absolument pas vouloir ça. Donc, est-ce qu'ils vont avoir comme statut ? Est-ce qu'ils vont rester dans le marché intérieur, dans le marché unique ? Ou est-ce qu'ils vont être exclus du marché unique ? Vous avez vu, Hollande a dit il y a quelques jours, c'est terminé, ils ne sont plus dans le marché intérieur. Mais s'ils ne sont plus dans le marché intérieur, ça veut dire qu'il y a des barrières aux échanges. Mais est-ce que nos entreprises, certaines de nos entreprises, ont intérêt à avoir des barrières aux échanges avec le marché anglais ? Donc, tant qu'on n'a pas régler ces questions-là, comment voulez-vous qu'on apporte aujourd'hui une réponse précise sur la nature de l'impact ? Moi, je pense que ça va demander du temps. Et vous avez remarqué ce que s'est passé avec le Royaume-Uni ? Est-ce qu'ils ont envoyé la lettre sur l'article 50 ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire ? À prendre du temps, laisser du temps au temps. Moi, je les vois envoyer... Bon, alors maintenant, ils disent, le Premier ministre, il ne veut absolument pas entendre parler d'envoyer lui la lettre. Donc ça va être son successeur. Son successeur, bon, il risque d'y avoir des élections entre-temps. Donc ils vont prendre du temps. Et eux, est-ce que ça les arrange de prendre du temps ? Mais bien sûr, ça les arrange de prendre du temps. Et est-ce que nous, on a la maîtrise du calendrier ? Non, on n'a pas la maîtrise du calendrier. On doit attendre qu'eux envoient la demande. Donc, très franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est assez prématuré de parler de l'impact. Je dirais, ça risque, dans les 2 prochaines années, d'être un long processus et dont on ne sait pas aujourd'hui, avec certitude, sur quoi on va déboucher. Juste, je pense que l'impact, on l'a quand même, hein, pour l'instant. Je ne sais pas quel sera l'impact final, mais enfin, l'impact, on l'a déjà. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une petite évaporation de capitaux.
Petite. Je dis que c'est sarcastique. Petite. Donc je pense qu'on l'a, l'impact. Il y a deux questions pour le Brexit. La première, c'est va-t-il intervenir? C'est ce que tu dis d'une manière. Est-ce qu'il y aura véritablement un Brexit? Moi, je ne suis pas du tout convaincu aujourd'hui qu'il y aura un Brexit. Il y a un vote consultatif qui s'est fait. Il y a aujourd'hui un risque énorme de dislocation du Royaume-Uni. Il y a cette phrase de Churchill qui est phénoménale. C'est un suicide, ce qu'ont fait les Britanniques. C'est purement et simplement un suicide. Je fais juste une parenthèse. C'est un suicide pour une raison qui est reliée à cette histoire de l'incompréhension de l'Europe. Mais parce que vous ne sortez pas d'un État fédéral et l'Europe est un État fédéral. Pardon, certains ne l'ont pas vu, mais nous sommes dans un État fédéral et nous le sommes depuis bien longtemps. D'un point de vue juridique, nous sommes dans un État fédéral depuis que la Cour de justice a expliqué que toutes les normes qui venaient de l'Europe faisaient partie de notre ordre juridique. Ça veut dire que la totalité, 80% de la réglementation économique anglaise est aujourd'hui d'origine communautaire. Et que si on coupe le lien avec le traité, vous coupez la tête du canard, qu'en réalité, vous ne pouvez plus interpréter vos normes, il faut tout reconstruire. Donc c'est une dislocation juridique qui risque de se passer. Et c'est une dislocation de leur propre continent, puisqu'on sait qu'effectivement les tendances des Écossais d'une part et des Irlandais peuvent faire disparaître la Grande-Bretagne. Les Anglais sont profondément irrationnels lorsqu'on touche au Parlement et lorsqu'on leur pose une question sur la souveraineté. On l'a vu, ça fait très très mal quand on appuie. Ils sont profondément pragmatiques, et là je te rejoins, j'ai passé près de 15 ans à travailler avec eux, ils sont profondément pragmatiques quand ils commencent à voir le cash diminuer. Donc, mais c'est ça, hein, enfin, je veux dire, c'est une très très bonne, c'est ce qui parfois nous manque dans ce pays, hein, de savoir que quand le cash diminue, c'est le début de la responsabilité, hein, que d'empêcher l'hémorragie. Et donc, je ne suis pas certain du Brexit. La deuxième, c'est le rôle politique, et notamment de la France et de l'Allemagne sur ce point, est déterminant, parce qu'il y a deux possibilités. Il y a se laisser submerger par le dépit, qui consiste à dire, eh ben, ils vont payer. Souvenez-vous, à quoi nous a amené l'Allemagne paiera. La principale erreur de siècle fut française, elle n'était pas celle de 40, elle est le traité de Versailles, elle est l'Allemagne paiera. La principale erreur du XXIe siècle pourrait être une répétition de la Grande-Bretagne paiera. Oh, ils vont payer, ils ont déjà commencé à payer, si c'est ça que certains veulent dans l'ordre des relations internationales. Mais si nous allons sur ce schéma-là, nous allons découvrir ce qu'est la concurrence, non pas au sens européen, mais la concurrence totalement dérégulée. Nous allons obliger la Grande-Bretagne, non seulement à se fermer, mais à être une plateforme offshore. Nous allons avoir Guernesey multiplié par 1000 de l'autre côté. On va savoir ce que c'est de ne plus avoir avec eux de règles en matière de contrôle des aides d'État, le contrôle des aides d'État étant implicitement l'une des manières aujourd'hui de contrôler l'absence d'aide fiscale. Et on va découvrir une Angleterre avec la City refermée sur elle-même, extraordinairement combative. On va redécouvrir que la concurrence sans le droit, c'est la rivalité et le bord de la guerre. Il ne s'agit pas d'être cassant d'imaginer que nous allons refaire notre histoire européenne, mais nous serons dans cette situation-là. Donc le jeu politique, c'est soit je pousse la Grande-Bretagne à aller trop vite, si je pousse... Alors c'est là où c'est compliqué, je me dis, si je la pousse à aller trop vite... Je peux peut-être avoir un mouvement retour, changement des élections, et puis demain, annulation du Brexit. Ce qui, dans l'état d'exception historique dans lequel nous sommes, se dire qu'on pourrait annuler par des élections un référendum dans un pays pour lequel la base c'est le parlementarisme et c'est pas le référendum, c'est pas complètement inconcevable. Hein. Soit donc on se dit on fait je joue là. Et on ramène, mais on peut aussi se créer une génération d'Anglais qui seront profondément anti-européens, parce que si on rate notre coup, ça veut dire qu'à la fin des temps, c'est 75% de jeunes Anglais qui étaient pour rester dans l'Europe, et qui, parce qu'ils ne sont pas allés voter, ont fait que le Brexit est passé. Hein, parce que ce sont les vieux qui ont fait passer le Brexit, et ce sont les jeunes qui ne sont pas allés voter. C'est très très clair. Donc, être aujourd'hui dans une position de la Grande-Bretagne paiera, c'est être dans la position dans laquelle nous nous aliénons les amis de nos enfants, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et qui sont les étudiants et qui peut-être sont les étudiants dans cette... Et c'est demain se créer le risque d'une plateforme offshore à la taille d'un État de l'autre côté de la Manche. Cette perspective-là, elle est absolument effrayante. Pour
tout le reste de la construction européenne et pour ce qu'on peut porter comme valeur. Donc oui, c'est un moment historique. Tu disais, c'est intéressant à vivre des moments historiques. Ouais, je les aime mieux loin du monde, moi, loin d'Europe. Mais bon. Bon, vous avez peut-être des questions à nos deux intervenants. J'ai un micro si c'est le cas. Moi, j'ai particulièrement trouvé intéressant, Olivier Frégé, le fait que vous disiez justement que la politique industrielle, c'était la politique de la concurrence. Est-ce que précisément le vote de la semaine dernière au Royaume-Uni n'a pas montré à quel point c'est difficile, en tout cas, de le faire comprendre? Oui, parce que l'une des responsabilités que nous avons d'un point de vue historique dans l'incompréhension, alors il y a des questions circonstancielles, hein, mais dans l'incompréhension de l'Union par les Anglais, alors les non circonstancielles, on les connaît. Hein, je dirais, vous avez un mouvement des populismes et vous avez la trahison habituelle d'une partie des élites avec le peuple. Ça s'est passé dans l'Allemagne des années 30, ça se passe aujourd'hui. Ben Jonson est objectivement la quintessence du modèle anglais d'un Oxbridge qui, pour se faire une carrière politique, Cameron lance quelque chose fou pour se faire une carrière politique. Johnson prend le mouvement inverse alors qu'il est l'exemple même de cet anglais cosmopolite et ouvert, s'allie avec, en pratique, le UKIP de façon à faire basculer. Donc ces gens-là sont des... Bon. Mais ça, c'est des explications, il fallait être fou pour lancer le Brexit et ils vont le payer, malheureusement. Mais la vraie raison, c'est comme effectivement, nous avons projeté sur l'Europe une image que les Anglais ne peuvent pas supporter. Mais pas seulement les Anglais. Cette idée d'une Europe 5e République à la française avec un État prométhéen, cette idée-là est un non-sens historique, est un non-sens par rapport à nos amis néerlandais, nos amis belges, nos amis allemands, je veux dire, et évidemment les Anglais. Et vu quand vous allez ensuite les titiller sur la question de la souveraineté, vous projetez une vision de l'Europe qui les conduit à n'être mal à l'aise dedans. Alors qu'il y a une autre vision de l'Europe dans laquelle vous avez une certaine concurrence de modèles sociaux différents mais efficients. Le problème de la France, c'est que son modèle social, il n'y a pas forcément à en changer, il faut qu'il soit efficient. Si nous voulons un haut taux, comme tu le disais sur les pays du Nord, un haut taux de prélèvement, il faut que les services implicites qui sont compris dans ces prélèvements obligatoires soient donnés. La difficulté de la France, c'est que nous avons les taux de prélèvement et d'inefficience. Donc, effectivement, le modèle ne fonctionne pas. Et notre solution, c'est de dire on va l'étendre à toute l'Europe, on va faire un cartel d'une certaine manière, on va l'étendre à toute l'Europe. Et on s'étonne qu'effectivement, la part la plus libérale du projet européen, les Anglais disent non, merci, pas pour nous, il suffit d'une conjonction historique, d'une trahison d'élite avec des populistes, et vous avez le désastre dans lequel nous sommes. Donc si je résume, on est coincé finalement entre la défiance à l'égard des élites, hein, pour résumer, pour être un peu caricatural à mon tour, et la défiance des gouvernants, de l'État lui-même à vouloir se réformer. Très réjouissant. Juste un point par rapport à la présentation que vous a fait Olivier Frégé sur cette question politique industrielle, politique concurrence. C'est une anecdote, je lui ai raconté quelques fois. Quand je suis arrivé à Bruxelles dans la fin des années 80, je rencontrais donc mes collègues. C'est une institution, comme vous le savez, où on retrouve des Allemands, des Anglais, des Italiens. Et ça m'a beaucoup apporté du point de vue de la façon dont chaque pays porte certaines idées. Et la différence entre les Allemands et les Français était extraordinaire autour des termes politique de concurrence et politique industrielle. J'arrivais à Bruxelles, pour un Français, politique industrielle, ça c'est très important, c'est très bien, c'est l'action de l'État qui vise à picking the winner, qui choisit les vainqueurs, qui intervient, et politique de concurrence, c'est terrible la concurrence. Concurrence, c'est la victoire du fort contre le faible. Non, il faut que l'État intervienne pour... Et mes amis allemands, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire le Bundeskartellamt en Allemagne est extrêmement respecté. C'est l'institution qui est en charge de la politique de concurrence. Et la politique industrielle à la française, c'est véritablement des réactions extrêmement négatives de mes amis allemands par rapport à cette conception-là de la politique industrielle. Donc il y avait un miroir où on se renvoyait des termes dont le potentiel émotionnel était radicalement différent. Voilà. Oui, bonjour, André Benamou, Midi-Pyrénées Croissance. Je reviens à votre dernier slide qui donne un certain nombre de pistes
pour changer les choses. Je dirais que ce n'est pas nouveau parce qu'on retrouve ça depuis quelques années dans un certain nombre de rapports, comme le rapport gallois, on retrouve la montée en gamme, on retrouve... Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un peu comme dans l'Euro aujourd'hui où chaque supporter connaît l'équipe type qui devrait être sur le terrain. On sait à peu près ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à voir comment le faire. C'est-à-dire que, avec ce que vous avez expliqué vous-même, les blocages qu'on a en France, la constitution de la classe politique, les relations avec les grands groupes, y compris la constitution de l'Assemblée nationale, qui n'est pas vraiment représentative de l'économie telle que vous la voyez, comment on va pouvoir faire ce qui est écrit là? Voilà. Moi, c'est ma question. Voilà. Et puis, tant que j'y suis, tant que j'ai le micro, pour la concurrence. Moi, j'ai l'impression que ce que vous avez décrit sur l'Europe, c'est un peu un monde idéal. Mais dans la vraie vie, quand on voit comment fonctionnent les multinationales et comment elles prennent avantage des différences fiscales, de droit du travail entre les pays, on est très loin de ce monde idéal. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui à ce que les opinions publiques dans beaucoup de pays ne comprennent pas cette vision de l'Europe que vous avez expliquée, qui est peut-être vertueuse, mais dans les faits, elle ne se passe pas. Donc voilà, je vous pose la question, comment faire pour que ça se passe ? Bon, est-ce que la vraie question, c'est de savoir si la France est réformable ou elle est définitivement non réformable? Alors bon, on a quand même quelques exemples de pays qui ont réussi à se réformer. Je veux dire, il y a, vous savez, c'est assez étonnant quand on lit les journaux, on lit les ouvrages économiques. Vous savez, il y a 30 ans, qui était considéré en Europe comme l'homme malade de l'Europe? C'était l'Allemagne, au sortir de la réunification. Et ils sont arrivés, ils ont fait des réformes qui font qu'aujourd'hui, c'est à la fois le pays le plus puissant. C'est les lois Hart, c'est les lois... Ils ont accepté, ils se sont mis autour de la table et ils ont dit, bon, maintenant, il faut commencer, il faut réformer. Vous avez la Suède qui a fait, à un moment donné, a fait des réformes qui ont permis à la Suède de retrouver son statut. Et c'est étonnant, parce que quand vous lisez, là aussi, les journaux et la presse à l'époque où la Suède était considérée comme un homme malade en Europe. Le Canada a réussi à se réformer. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que nous, on va réussir ou pas? Je sais que mon ami Olivier Frégé est d'un grand pessimisme par rapport à la capacité de notre pays à se réformer. Moi, je vois des initiatives qui me rendent un petit peu plus optimiste. Je veux dire, récemment, vous avez peut-être vu dans la presse ce qui se passe avec les usines Michelin. Et c'est très intéressant, c'est que finalement, il y a un certain nombre d'usines Michelin qui acceptent aujourd'hui de revenir sur des conditions de fonctionnement pour essayer de... Il y a eu, par exemple, bon, vous avez vu dans le cas de l'automobile autour de Renault, autour de Peugeot, des accords qui ont été conclus, des accords qu'ils appellent les accords compétitivité, où moi je pense que la révolution, il faut qu'elle parte par la base. Je suis pas très... donc il faut que l'État français, progressivement, quitte un peu le champ des interventions à la fois qui dans le passé ont été souvent extrêmement destructrices de valeur. Je veux dire, imaginez les milliards qu'on va mettre dans Areva, les milliards qu'on va mettre. Dans quelques années, ça va être EDF qui nous attend au tournant. EDF, ça va être une catastrophe dans quelques années. Il va falloir payer là aussi pour dresser. Donc, et pourquoi? Parce qu'on a voulu réglementer des prix aujourd'hui aux consommateurs qui étaient trop bas par rapport au coût de production, et donc on a généré des problèmes terribles pour EDF. Moi, on a été tous les deux associés à des réflexions autour de cette question-là. Donc j'espère, si vous voulez, ce qu'il faudrait en France, c'est des initiatives genre Michelin, PSA Auto, qui commencent à naître. On a aussi une French Tech, quand on dit. On a finalement pas mal d'entrepreneurs en France. Donc il faut tout faire pour essayer, à partir de cette base, de se reconstruire. Et il y a aussi l'industrie du futur, toute la démarche industrie du futur qui vise à profondément rénover l'industrie, y compris au niveau de son management. Ce qui est particulièrement positif. Deux remarques. Je viendrai sur la question idéale. La question que vous posez est effectivement centrale dans la compréhension de la concurrence. Sur le premier point, je suis effectivement, je suis pessimiste.
Mon métier ne m'y entraîne pas. Je veux dire, moi, je suis un homme de combat. Je suis un avocat, je plaide, je fais essentiellement du litige. Donc, je me bats essentiellement pour des nouveaux entrants, pour des grandes entreprises qui ne sont pas des entreprises publiques, par une. Bon. J'essaie de sauver de ces démons. Mais là où je pense qu'effectivement il y a des verrous qui sont faciles à faire tomber, qui sont juridiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que à titre personnel, je fais ce combat pour la concurrence. Et j'ai même écrit ce livre parce que j'avais le sentiment que je ne pouvais pas passer un certain nombre de verrous juridiques sans faire comprendre ce qu'était la concurrence et la concurrence vue de Bruxelles. Quels sont ces verrous? Il y en a un, tu viens de le citer à travers de Michelin. Pourquoi Michelin c'est possible et à quelles conditions Michelin c'est généralisable? C'est la loi El Khomri. El Khomri telle qu'elle est aujourd'hui. Pas, je veux dire, qu'importe si on n'arrive pas à faire le El Khomri qu'on aurait rêvé. Le simple fait d'inverser la pyramide des normes, qui est quand même une escroquerie démocratique incroyable, que d'aller dire que des gens qui, dans leur entreprise, souhaitent se réorganiser avec le contrôle de syndicats externes, pour dire « je voudrais m'organiser de cette manière-là », devraient se faire bloquer par un cartel de niveau supérieur, qui sont les syndicats de branche, et de dire que d'écraser la position minoritaire et individuelle de gens qui sont directement concernés par les décisions qui seront prises, ceci, c'est la démocratie, que de leur empêcher de décider ce qu'ils veulent, c'est une perversion intellectuelle qui est extraordinaire. C'est une perversion extraordinaire qui, d'ailleurs, est inexplicable, sauf par une certaine incompréhension même de ce que signifie un fonctionnement démocratique dans le respect des minorités. Et là, c'est des gens qui veulent s'organiser différemment et qui le peuvent. Donc, premier point, oui, il y a des verrous juridiques qu'on peut faire sauter. Et il y en a quelques-uns à faire sauter, pas énormément, ou à partir de là, vous pouvez avoir un mécanisme de renouvellement grâce effectivement à notre French Tech qui fonctionne bien. Et vous pouvez avoir un renouvellement du tissu industriel français qui ne prenne pas 20 ans. Les grands de la tech américaine ont mis 10 à 15 ans à croître, mais pour atteindre des niveaux mondiaux. Et et les bienfaits qu'ils ont pu avoir dans l'économie américaine avant qu'ils n'entrent dans une logique de domination du monde étaient bien avant. Donc ça, c'est possible. Pour reprendre la question sur le monde idéal. Moi, quand j'ai commencé, il y a de ça 25 ans, à travailler pour la pharmacie, il y avait à peu près un taux de prélèvement obligatoire pas très différent, on était à 5-6 points. Et nous avions néanmoins les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales qui localisaient pas mal de leurs équipes de recherche dans la vallée de la chimie. Allez voir la vallée de la chimie aujourd'hui au-dessus de Paris, et vous verrez à quel point il y a eu un départ des entreprises multinationales. Pourquoi sont-elles parties? Pourquoi sont-elles allées mettre leur centre de recherche, le cas échéant, en dehors de France? L'une des raisons est l'inefficience, le mauvais rapport qualité-prix entre notre taux de prélèvement obligatoire et le niveau de prestation implicite. Pendant des années, il a été très élevé grâce à des grands investissements publics d'infrastructures et autres qui aujourd'hui ne produisent plus le même effet. Et donc, assez naturellement, moi je ne compare pas à un tribunal des conceptions idéales de ce que c'est la bonne entreprise. Des multinationales ont réalloué, mais les Français, sous contrôle public, ont fait la même chose. Parce que c'est ce que tu disais, Renault produit en Slovénie. Ça ne me semble pas être les fonds de pension américains qui ont décidé que Renault produisait en Slovénie. Et il y avait un administrateur de l'État, me semble-t-il, au conseil d'administration. Donc, cette diabolisation du comportement des multinationales en disant ils font de la location fiscale, c'est choquant et autres, il s'explique assez largement par le fait que nous ne délivrons pas en tant qu'offreurs de biens et de services collectifs les biens au bon prix parce que l'ensemble de nos réglementations obsolètes, et donc les gens nous fuient. Alors, ils nous fuient quand elles sont des multinationales, et quand on en a un individu, on se passe autant de temps à se dire que puisqu'on n'arrive plus à dégager suffisamment de profit pour monter une boîte ici, il faut peut-être la monter ailleurs. Et vous trouvez des entrepreneurs français en Californie, vous les trouvez à Londres, peut-être que maintenant ils reviendront, d'aucuns vont sourire, mais la véritable raison, c'est pas la condamnation du monde de multinationales, monde du complot, c'est de se dire, si ces gens-là, a priori rationnels économiquement, sinon ils auraient probablement disparu, le fond, c'est qu'il y a un problème dans notre modèle social. À chaque fois, on revient dans le fait qu'on est incapable d'avoir un regard lucide sur ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce pays ne fonctionne pas. Et c'est pas la faute. Et dans le discours vis-à-vis, effectivement, c'est un discours qui n'est pas simple, mais d'aller expliquer qu'il y a des multinationales méchantes, ça permet de ne pas aller regarder, je ne dis pas ce que vous faites, hein, je dis dans le discours ambiant, de regarder, de ne pas regarder nos problèmes.
À propos des multinationales méchantes, est-ce qu'on peut avancer dans le changement de paradigme que vous appelez de vos voeux, en particulier vous, maître, sans une réforme justement de cette fiscalité des multinationales? Si l'on veut, quel est votre point de vue là-dessus, sur la légitimité justement de ces groupes? Alors non, moi j'ai fait récemment une intervention où Patrick et Pierre étaient dans la salle sur la neutralité concurrentielle et la fiscalité. Il faut quand même savoir que c'est une chimère, l'harmonisation fiscale internationale. Il a fallu 50 ans pour faire des conventions fiscales OCDE, extrêmement compliquées, qui n'étaient pas en soi déséquilibrées, puisque chaque convention fiscale OCDE attribue des profits en fonction de la localisation. C'est simplement nous qui, puisqu'on est inefficient, les gens nous quittent. Donc on n'a plus assez de revenus, que les conventions ne nous accordent plus assez de revenus parce que les types se sont tirés. Il faut être assez simple. Donc aller au-delà de ce qu'a construit, on peut à la marge améliorer, éviter des mécanismes de ruling comme le fait aujourd'hui Vestager, que d'ailleurs c'est pas normal que certains États membres favorisent tel ou tel en faisant des accords particuliers pour attirer ce que sont des aides d'État, et c'est très bien qu'elles le fassent. Après, l'harmonisation fiscale, c'est un truc on peut y passer 25 ans. Et ça ne résoudra pas le problème, qui est que si on n'a plus assez de matière fiscale imposable en France, alors que les conventions sont neutres et bilatérales, et que normalement elles ont été conçues pour avoir une répartition égale, c'est qu'en fait nous avons un problème de notre tissu économique. C'est pas la règle qui est en cause, c'est le fait qu'il n'y a plus assez en France à taxer, pas parce que les gens sont partis, mais parce qu'ils ne sont pas venus. Ils ne viennent plus. Donc l'harmonisation, c'est une complexité absolument infinie. C'est le débat qu'on avait ensemble. Juste un mot là-dessus. Je partage tout à fait le sentiment d'Olivier Frégé. Effectivement, on était dans une conférence à Paris un peu sur ce sujet. Juste un point. Regardez, à l'intérieur de l'Union européenne, vous harmonisez fiscalement, mais vous savez que le coût du travail n'a rien à voir d'un pays à l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'harmoniser fiscalement, si le coût du travail va de 1 à 4 vous harmonisez un élément, mais sur le reste de la chaîne de valeur ajoutée, vous avez des différences qui sont considérables. Donc je ne crois pas beaucoup aux vertus de l'harmonisation fiscale. Olivier Villain, European X-Lab. J'avais une question sur la concurrence. Est-ce que finalement, c'est pas un vœu pieux lorsqu'on voit des aides comme le CICE, le CIR, toutes les aides aussi de la BPI qui sont octroyées de manière tout à fait légale par l'État français, et qui sont finalement aussi que les autres pays finalement font un peu la même chose, et que finalement la réindustrialisation de notre pays ne viendrait pas tout simplement par l'innovation, la différenciation produit, voilà. Évidemment, sûr, nous on ne peut parler que de libéraliser un certain nombre de règles qui ont des effets pervers, mais si vous n'avez pas d'entrepreneurs, et s'il n'y a pas assez d'entrepreneurs ne peuvent pas se différencier, parce qu'à chaque fois d'ailleurs qu'ils se trouvent à se différencier, ils trouvent une norme qui les empêche de se différencier, et qui doivent prendre 2 juristes et 3 réglementaires pour aller négocier la norme dans un ministère pour la faire baisser, votre innovation et ce qui va se passer sur les données personnelles. Nous sommes passés dans une sorte de un peu de délire sur la réglementation en matière de données personnelles. C'est très simple pour un très grand groupe de gérer des problèmes de données personnelles. C'est un emploi réglementaire en plus. Pour des entreprises de taille plus moyenne, c'est des dépenses d'avocats, c'est des dépenses de réglementation qui, à chaque fois, et qui a c'est du temps de dirigeant à s'occuper de choses que normalement il n'aura pas. Donc, vous avez complètement raison. Le CI, le crédit impôt emploi productivité, le CICR et autres, c'est quand même le paradoxe même. C'est le cœur du paradoxe de ce qu'évoquait Pierre. Vous savez que la Poste en bénéficie quand même. Et que grâce à ça, la Poste on a pu diminuer ses aides à la presse et faire des cotes mal taillées et autres. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il n'y a aucun effort là de recherche. C'est pas aller pour développer des nouveaux services. Non, c'est aller pour faire baisser l'industrie de main-d'œuvre qui est celle de la Poste. Donc, et ça, pourtant, et là, c'est une responsabilité de Bruxelles, ce genre de mécanismes-là, qui sont aussi, auraient pu passer dans le filtre des aides d'État. Simplement, Bruxelles a tellement peur, à chaque fois qu'ils désormais ils mettent la main sur la France, de se faire agonir par la presse française et par le milieu politique, qu'arriver à faire à Bruxelles son boulot vis-à-vis de l'amélioration des structures industrielles est devenu un challenge.
Parce que nous faisons peur. Nous sommes un homme malade de l'Europe avec encore un peu désespéré, avec encore quelques armes, notamment de politique, et qui fait que quand vous avez discuté, ouais, bon, on va encore se taper la France, qui vont nous faire venir leur cohorte de fonctionnaires incompétents, parce que c'est comme ça qu'on est vu aujourd'hui. C'était pas vrai il y a de ça 15 ans. Hein. Quand j'ai commencé, c'était pas vrai. Il y a de ça un peu plus de 15 ans. Maintenant, c'est le cas. Donc oui, il y a seule l'indifférenciation, l'innovation. Encore faut-il qu'à chaque fois que quelqu'un innove, il passe pas plus de temps à régler le problème juridique qu'à faire son business. Oui, bonjour, Antoine Soero, je suis responsable, enfin je suis bien concerné, je suis responsable d'une société, d'une filiale française d'un groupe allemand. Et avant, j'ai fait une petite parenthèse de 14 ans aux États-Unis. Et vous dites que vous êtes pessimiste, peut-être pas, peut-être réaliste. Je vais peut-être pas non plus élever le moral, mais juste peut-être 2-3 points qui me sont un peu plus directs. On a quand même un problème en France avec l'emploi. Vous avez touché El Khomri, effectivement. Juste quelques anecdotes. J'ai un candidat une fois qui m'a dit, vous savez ce qu'on me proposait en termes de salaire, moi, avec le chômage et un petit peu de black, je gagne pareil. Voilà, donc, enfin, j'ai pas les solutions. Je vais juste apporter quelques points qui me font hurler. Quand je vois mes collègues allemands avec le chômage, ça donne envie de travailler et pas faire carrière chez Pôle emploi. En France, on peut faire carrière chez Pôle emploi. Un autre point, et là c'est des débats avec mon président, c'est mais comment est-ce que vous pouvez travailler en France avec votre syndicat qui, hormis faire du bruit, ne font pas grand-chose d'autre? Alors je vais peut-être pas me faire que des copains, mais voilà, j'ai monté ma société tout seul, arrivé à 11, on a une charge qui arrive supplémentaire. Arrivé à 19, il y a les DP. Arrivé à 49, il y a le CE. Puis des fois, on peut travailler. En Allemagne, par exemple, alors je ne suis pas anti-syndicat, au contraire, mais c'est sur une base de volontariat. C'est-à-dire qu'on a un groupe de 350 personnes, et s'il y a des volontaires syndiqués, ils se présentent et ils sont élus. En France, c'est juste obligatoire. Ça sert ou ça sert pas, mais c'est obligatoire. Et le dernier point, qui est un point un peu plus personnel, vous parliez de la pharmacie, mais alors là, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, puisqu'on est dans une école. On fabrique les gens de demain. On les éduque, voilà. Et on a un fils qui est en 6e année de pharmacie, et aujourd'hui, ne lui parlez pas de libéralisation des médicaments. Il y a 6 ans, il était pour. Il y a un problème. Juste peut-être quelques éléments de réponse très courts, puisque je crois que maintenant l'heure tourne. Par rapport au CICE, juste en complément de ce qui a été dit tout à l'heure, on fait quelques efforts en France. Malheureusement, on les calibre mal, et le CICE, il est largement, de toute façon, insuffisant. Il y a, par rapport à la question que vous avez posée, regardez, il y a la Banque mondiale, tous les ans, fait une comparaison de la charge fiscale globale pour une entreprise de 60 employés sur l'ensemble des pays. Et clairement, nous sommes en tête. 65% en France, 52% en Suède. Donc on est à 13 points au-dessus des Suédois qui ont une charge fiscale, comme vous le savez, un taux de prélèvement obligatoire très élevé. Nous, pour les entreprises, on est 13 points au-dessus. Et l'Allemagne, elle est à 49. C'est-à-dire ils sont 16 points au-dessous. Donc c'est vrai que nos entreprises, elles ont un boulet au pied. Et c'est vrai que quand on parle de la fiscalité française, il faut surtout épargner les consommateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les entreprises, c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement changer. Si on n'arrive pas à changer ça, on a beau avoir un discours un peu optimiste sur les PME, sur les start-up et tout, on n'a pas d'illusion, je crois, Olivier et moi, sur ce problème. On a une fiscalité extrêmement lourde. Et quand on lance une opération comme le CICE, comme tu l'as dit, c'est la Poste et les opérateurs de distribution qui en bénéficient. On a une mentalité, en plus, de construire des machines à gaz. C'est-à-dire, on construit des... C'est effarant, la façon dont on a construit les CICE. Ça aurait été tellement plus simple de dire, voilà, c'est terminé, les charges sociales, on diminue. Et... Non, là, on va inventer un système pour... Ça, on a, de ce point de vue-là, la classe politique technocratique la plus sophistiquée au monde. Plus sophistiquée au monde pour inventer des mécanismes improbables.
exemple qui est tout à fait flagrant, c'est les handicapés. En Allemagne, absolument. Il n'y a pas de punition si on n'en a pas, mais il n'y a pas d'aide si on en a. Ouais. En France, c'est 15 000 € si on n'a pas 6% d'handicapés. Mais quand on est handicapé, alors attention, c'est très bien, je suis très pour, mais quand on est handicapé, eh bien on a des aides pour avoir les handicapés. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Monsieur Fréget, peut-être un mot de conclusion? Je pense que non, il n'y a pas une vraie conclusion. Moi, je partage. Il se trouve que j'ai monté mon cabinet il y a de ça 2 ans après avoir été dans des très grands groupes, et sans doute qu'un jour ou l'autre, je rejoindrai un grand groupe, et si possible, parce que c'est juste impossible dans ce pays tout simplement à dégager le cash pour financer son développement. Donc, je reconnais. Et en plus, moi, je suis dans un secteur où je suis pas soumis au droit du travail, ce qui a un avantage énorme. Mais c'est juste bon. Donc, sur ce point, non. Je pense que le débat qu'on a à avoir, c'est qu'il y a quand même un travail collectif ou individuel à porter une parole sur oui, la concurrence est absolument, il nous faut aimer la concurrence. Et le deuxième, bon, et notamment en ces temps de Brexit, moi je passe mon temps à dire il nous faut aimer l'Europe telle qu'on l'a faite aujourd'hui. C'est sans doute un des outils les plus exceptionnels. C'est le dernier grand legs français à l'histoire. Parce que nous avons créé l'Europe, nous l'avons créé dans ces processus, et nous ne savons pas aujourd'hui l'utiliser. Si l'Europe n'avait pas existé, nous serions encore beaucoup plus bas que nous sommes là. Nous nous serions effondrés. Si demain nous quittons l'Europe, ou si l'Europe se rétrécit, au mieux nous finirons sur un protectorat allemand, ce qui n'était pas forcément non plus notre... Nous avons aussi le droit à nos traditions et à notre façon de vivre. Au pire, nous tomberons très très bas. Et il faut accepter l'Europe avec sa complexité. C'est extrêmement compliqué de gérer 500 millions de personnes. Ça se fait pas avec des coups de menton, ça se fait pas autrement que par une négociation autour de normes, et si possible peu de normes. Et tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on rêvera de projeter la France et ses systèmes, eh bien, on ratera notre tour dans l'histoire. D'autant que l'idée européenne, finalement, à l'échelle de l'histoire, est relativement récente. Et même si le temps s'est raccourci avec le numérique, il faut peut-être se laisser un peu de temps au temps. Denis Lacoste, la conclusion définitive, le dernier mot peut-être à ce premier rendez-vous de la recherche à TBS. Merci, mais je vais surtout faire des remerciements. Donc d'abord mes remerciements à nos 2 orateurs ce matin, Pierre et Olivier, pour leur prestation brillante. Donc, et j'invite tout le monde à lire leurs ouvrages non moins brillants et passionnants, même s'ils sont techniques, mais passionnants. Donc merci aussi à toute l'équipe ici à TBS qui a permis d'organiser ce rendez-vous matinal. Merci à nos partenaires, les TBS Alumni et la Tribune. Et merci à vous tous d'être venus ce matin. Je vous invite juste, et ce sera mon dernier mot, si vous voulez en savoir plus sur les activités de recherche de l'école, donc normalement, voilà, donc nous avons développé il y a quelques mois un petit site internet sur lequel vous retrouverez donc les présentations très résumées des productions de recherche des professeurs de l'école. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site, à y retourner, à vous abonner à la newsletter de notre site. Voilà, vous êtes les bienvenus, et à bientôt sans doute pour une prochaine matinale d'ici quelques mois. Merci à tous.